Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire dédié aux implications de la directive CSRD et aux solutions permettant de faciliter le reporting ESG pour les bailleurs sociaux. Face aux exigences de transparence de plus en plus strictes, la structuration et l'automatisation de la collecte des données patrimoniales sont devenus des enjeux majeurs pour garantir des reportings conformes aux nouvelles obligations réglementaires. C'est devenu un sujet essentiel lié au renforcement des obligations de reporting extra-financier avec, par exemple, le CSRD et l'intégration croissante de critères ESG dans ces reportings auxquels doivent faire face les bailleurs sociaux. On est ravis de vous accueillir et ce webinaire sera co-animé donc par Emmanuel Drouin, expert produit Diaginfo de Sigma, Julien Brizard, responsable de l'offre CSRD de Sigma, et donc moi-même, Frédéric Clermont, directeur commercial de Novamap. En termes d'ordre du jour, on vous propose de développer trois thèmes dans ce webinaire. Enfin, tout d'abord, on aura le plaisir que Julien nous fasse un point sur les enjeux et l'actualité du CSRD, actualité assez riche en ce moment. Et ensuite, avec Emmanuel, on va vous parler du process complet pour la production d'un reporting CSRD, de la collecte de la donnée à sa centralisation et jusqu'au reporting CSRD et ESG avec aussi une présentation par Julien du nouveau module de reporting CSRD de Sigma. Enfin, on vous fera un focus très rapide sur qui est Novamap et qui est Sigma, pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, on se réservera quelques minutes pour des questions-réponses. Merci Frédéric, bonjour à tous. Donc la CSRD, qu'est-ce que c'est et quelle est son actualité? Donc la CSRD, telle qu'elle avait été écrite il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, elle reposait sur 4 piliers. C'est quoi la CSRD? C'était tout d'abord un référentiel standardisé, c'est-à-dire que préalablement, on peut avoir des rapports RSE type DPEF qui étaient écrits sur les données qu'on avait bien envie sur lesquelles on voulait divulguer des informations, mais on pouvait ne pas divulguer sur des données sur lesquelles on n'avait pas envie. La CSRD, c'était un peu un renversement de la table par rapport à tout ça, c'est que c'est un référentiel standardisé sur lequel tout le monde doit reporter la même chose. Il y avait notamment, il n'y avait pas de normes sectorielles, c'est un référentiel secteur agnostique. Avec une méthodologie unique, c'est-à-dire qu'il y avait des étapes à bien suivre, établir sa chaîne de valeur, faire son analyse de double matérialité, et ensuite aller dans le dur de la collecte de données, des points de données. La CSRD allait aussi vers un format de sortie digitale normalisé qui est le XBRL, qui est un format type XML en un peu plus complexe, qui permettait une comparabilité des données. L'objectif final était vraiment de pouvoir, entre secteurs d'activité, entre entreprises, pouvoir comparer vos politiques et vos métriques sur les données ESG. Le champ d'application de la CSRD, donc c'est un reporting consolidé. Donc si on avait des filiales, il fallait faire bien un rapport au niveau du groupe et des jalons d'entrée croissants dans la CSRD, c'est-à-dire que en 2020, collecter des données en 2024 pour publier un rapport en 2025, les grands groupes soumis à la DPEF et à partir des années suivantes sont déclinés vers les ETI, les PME, etc., etc. Le contenu de la CSRD tel qu'il était prévu initialement, donc c'était 1200 points de données métiers, environ un petit peu plus, et plus de 2200 points de données techniques, s'il y a des questions conditionnelles. Et parmi ces points de données, donc un tiers des données sont des données métriques et 2 tiers des données sont des données narratives. Donc, données métriques, typiquement votre consommation d'eau ou le pourcentage d'hommes et de femmes dans vos organes de gouvernance. Point de données narratifs, c'est votre politique pour expliquer comment est-ce que vous allez faire évoluer votre consommation d'eau dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'améliorer, par exemple. Et enfin, on est sur un rapport qui est contrôlé par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant avec une assurance limitée. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes doit se baser sur les données, les enjeux les plus importants que vous avez définis en amont de votre rapport et doit valider non pas que vos performances ESG sont bonnes, il doit valider que vos données sont sincères, que vous n'avez pas menti sur votre rapport et que vous avez été collecter la donnée là où elle existait et que vous publiez les données telles qu'elles sont. Pas d'obligation de résultat sur la CSRD, c'est juste une obligation de moyens.
Donc si vous êtes un gros pollueur, par exemple, il n'y a pas de problème au niveau de la CSRD. Il y a un problème si vous ne publiez pas vos données de pollution. Avec des sanctions applicables si vous faites obstruction, si vous ne publiez pas ou si vous faites obstruction au contrôle du rapport, qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est la CSRD telle qu'elle était prévue jusque-là. Et on va voir maintenant quelles sont les nouveautés suite à la directive Omnibus qui a été publiée par la Commission européenne le 26 février dernier. Donc, il faut savoir déjà que la directive Omnibus n'est pas entérinée. Pour le moment, on reste sur la CSRD telle qu'elle a été écrite précédemment, donc il y a quelques années déjà. La Commission européenne donc, a proposé cette directive Omnibus qui doit être adoptée par le trio Conseil européen, Parlement européen et Commission européenne, ce qu'on voit sur la droite de l'écran. Et ensuite, elle devra être transposée par chaque État membre. Donc, il y a un petit processus législatif qui doit d'abord se mettre en place pour valider les changements proposés dans la directive. Qu'est-ce qu'il y a dans cette directive Omnibus? On peut imaginer que ça va être, que ça va être transposé, etc., d'ici la fin de l'année. La vague 2, donc c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà en train de publier leur rapport en 2025 sur les données 2024 restent concernées par la CSRD. Celles-là, elles ont déjà commencé, elles sont déjà en train de publier. On a vu le rapport TF1 qui est sorti dans la semaine, par exemple. Les entreprises sont toujours tenues, ces entreprises-là sont toujours tenues de publier un rapport CSRD. La vague 2, donc, qui devait collecter des données cette année en 2025 pour publier un rapport en 2026, c'était des entreprises qui répondaient à 2 des 3 critères suivants: plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions d'euros de bilan. Cette vague 2, elle a été splittée en 2, entre entreprises donc au niveau consolidé qui ont plus de 1000 salariés et entreprises qui ont moins de 1000 salariés. Les entreprises qui ont plus de 1000 salariés ont une obligation de CSRD qui est maintenue. Les entreprises de moins de 1000 salariés obtiennent, selon la directive Omnibus, un report de 2 ans. Et toutes les entreprises qui suivaient également en 2027, 2028, etc., obtiennent également un report de 2 ans de l'obligation légale de reporter, de publier un rapport CSRD. On attend une réduction des points de données, donc ça c'est ce que la Commission européenne a conseillé auprès de l'EFRAG qui a écrit la réglementation et qui a écrit les points de données sur lesquels on doit reporter. Pour l'instant, on n'est pas au clair sur ce qui va être réduit. On pense que ça va être très concentré sur les points de données métriques et qu'on va éliminer une grande partie des points de données narratifs. Il y a une introduction de ce qu'on appelle le Value Chain Cap, qui est en fait dans la CSRD, lorsque vous établissez votre chaîne de valeur et que vous faites une analyse de vos parties prenantes, donc tous vos fournisseurs, vos clients, toutes les entreprises et les personnes physiques et morales qui vont graviter autour de votre entreprise, vous allez aller collecter de la donnée sur vos fournisseurs et vos clients, par exemple. Et bien maintenant, les entreprises sont limitées dans ce qu'elles peuvent demander à leurs fournisseurs et leurs clients, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, on ne peut vous demander qu'un nombre raisonnable de points de données qui sont définis par un référentiel qu'on appelle le référentiel VSME. Un peu du jargon technique, mais globalement, on ne peut pas vous demander de collecter 1200 points de données CSRD et de les envoyer à vos fournisseurs, à vos clients ou à vos fournisseurs. C'est limité à une soixantaine de points de données qu'on peut vous demander en tant que fournisseur ou en tant que client à fournir aux entreprises avec lesquelles vous travaillez. L'assurance, donc l'audit du rapport a également été beaucoup plus cadré, vraiment pour répondre à cette obligation de moyens et non obligation de résultats. C'est-à-dire que sur beaucoup de points de données, quand on est au début de la démarche ESG, on ne va pas forcément avoir des politiques, on ne va pas forcément avoir des données très consolidées ou très fiables. Et bien, en fait, l'auditeur est obligé de prendre en compte cela et de ne pas dire oui, vous n'êtes pas dans les clous exactement de ce que demande la réglementation CSRD. Il y a beaucoup plus maintenant de largesse et un cadre en fait bien plus défini sur l'audit pour que justement l'audit soit un peu moins dur. Et puis, il devait y avoir, à partir de 2026, des normes sectorielles dans la CSRD. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure en préambule que la CSRD était secteur agnostique, mais on allait arriver vers des normes sectorielles, notamment pour les bailleurs sociaux d'ici 1 an ou 2. Ces normes sectorielles futures ont été supprimées. Le référentiel va rester le même pour tout le monde, quelles que soient les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Donc tout ça, c'est en cours de discussion entre le Conseil européen, le Parlement et la Commission européenne. Ça risque fort, il y aura des modifications, mais le cœur de cette directive risque fort d'être conservé. Et puis la semaine dernière, on a même appris que le Sénat français a anticipé en votant un report de 4 ans de la CSRD pour toutes les entreprises en dessous de 1000 salariés. Donc ça doit passer également à l'Assemblée nationale puis être validé par l'exécutif.
Mais globalement, oui, on va vers un report de la CSRD, ce qui ne vous empêche pas de lancer quand même votre démarche RSE, parce que c'est un peu le sens de l'histoire et qu'il va falloir commencer à collecter de la donnée de toute façon, si vous ne l'avez pas déjà fait, et à piloter cette activité. Donc, même s'il n'y a plus de texte officiel, les financeurs, banques ou fonds d'investissement, vont quand même vous demander de donner les ESG. Les grands groupes sont quand même soumis à la CSRD et vont vous demander des données sur le référentiel VSME dont j'ai parlé. Et donc, il y a quand même un intérêt à commencer à collecter de la donnée et qui peut déjà exister de toute façon dans vos systèmes d'information. C'est ce qu'on va voir avec Emmanuel et Frédéric maintenant. Alors, juste de manière assez synthétique, on souhaitait vous faire un focus sur quels sont les enjeux pour les bailleurs sociaux autour de la CSRD. Ben, ça va être la mesure de la performance environnementale des bâtiments, bien entendu, autour du suivi de la consommation énergétique par patrimoine, du suivi des émissions de carbone, hein, et avec les bilans gaz à effet de serre, et aussi l'impact environnemental des matériaux utilisés. En second point, bah, tout ce qui est lié au suivi des obligations réglementaires. Donc là, on va en parler avec Manuel sur les diagnostics de performance énergétique, les diagnostics techniques et l'ensemble des diagnostics réglementaires. Et côté plus Novamap, là, on en parlera sur la partie plan de rénovation énergétique, puisque ça fait partie des informations qui devront monter dans le reporting. Des données qui vont être issues des plans d'investissement, des plans pluriannuels de travaux sur les volets énergétiques et décarbonation. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est voilà, d'évoquer le process de la collecte de la donnée, de l'information technique, hein, au travers de SI patrimoniaux, techniques patrimoniales, jusqu'au reporting CSRD et ESG. Donc, en termes de données, quand on est sur un SI technique et patrimonial, on collecte beaucoup de données diverses et variées. Donc, on va retrouver typiquement, évidemment, le référentiel complet des bâtiments, donc tout ce qui est résidence, l'eau et tous les équipements techniques aussi. Et sur ces équipements techniques, on est en capacité de suivre l'état technique des bâtiments et des équipements. Donc, on sait exactement quels sont les équipements en bon état ou en mauvais état, ce qui va permettre d'avoir cette base très intéressante pour pouvoir envisager la suite. On est également en capacité de récupérer la performance énergétique de chaque logement, de chaque bâtiment que vous avez dans votre patrimoine. Donc, ça va permettre de collecter ces émissions de consommation et d'en faire une consolidation au niveau de l'organisme ou même d'un groupe pour connaître sa performance énergétique et être en capacité de la restituer. En termes de santé et sécurité, on va être en mesure de planifier des interventions sur des événements nécessaires, c'est-à-dire suite à des diagnostics amiante, plomb, thermite, on peut établir qu'il y a un risque sur la santé des occupants ou des intervenants et aussi sur leur sécurité. Donc, les diagnostics permettent de mettre en évidence ces risques et de planifier des interventions pour éviter ces risques ou les annihiler complètement. En termes d'accessibilité aussi, on est en capacité, toujours grâce au diagnostic, de récupérer le niveau d'accessibilité des bâtiments. Donc, pour savoir si les personnes en mobilité réduite ont la capacité de rentrer dans les bâtiments, d'y accéder sans trop de problèmes. Donc, cette accessibilité est également intéressante à collecter. Et on peut assurer également, grâce à ce SI complet technique et patrimonial, on peut également s'assurer d'être conforme réglementairement et aussi d'avoir une certaine transparence sur nos biens en centralisant tous les diagnostics réglementaires, mais aussi tout ce qui est sécurité des équipements, les aires de jeu, les ascenseurs, etc. Et également, il faut qu'on puisse restituer toutes ces informations-là à toutes les parties prenantes pour justement assurer une transparence et montrer que notre patrimoine, il y a des défauts et des qualités et être en mesure de mettre en évidence ces défauts et qualités.
Et oui, dernier point, pardon, la gestion des risques. Autour des bâtiments, évidemment, il y a des risques naturels, voire technologiques. Donc, l'idée est également d'être en mesure de centraliser et donc d'avoir à disposition tout ce qui est état des risques et pollution, pour pouvoir identifier les risques en radon, de sismicité, mais également le bruit aussi, par rapport aux aéroports, les risques d'inondation, débroussaillement, trait de côte pour les plus récents risques identifiés dans les états des risques. Alors, on vient de voir, en termes de SI technique patrimoniale, toute la donnée que l'on peut collecter, centraliser, et qui va permettre notamment de produire le reporting. On a aussi la prise de décision, l'analyse et la prise de décision, avec au travers du PSP, des fonctionnalités PSP, la possibilité, au travers d'analyse multicritères, de pouvoir définir les orientations stratégiques qui vont ensuite amener à projeter les investissements dans le cadre du plan pluriannuel de travaux. Ces investissements, je crois que là, je suis au point d'après, en fait, voilà, qui vont permettre de définir les enveloppes budgétaires à prévoir sur plusieurs années par catégorie d'investissement, parmi lesquels on va retrouver les plans donc de mise en conformité énergétique ou de décarbonation. Et enfin, pour obtenir ce reporting CSRD, on va pouvoir ensuite, on a de nombreuses possibilités pour faire fournir la donnée à des outils de reporting dédiés. Alors, je crois qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Alors, Oui. juste, voilà, vous avez quelques écrans. Là, c'est côté Novamap, avec une vision et des indicateurs là sur la partie PSP, avec tous les différents critères sur lesquels on peut faire des cotations pour établir la cotation et l'orientation stratégique d'un patrimoine. Là, c'est le grand écran côté gauche, et sur la droite, on a une vision sur des équipements. Et là, c'est la partie Diag Info, donc pour la gestion des diagnostics, où on a ici, par exemple, toutes les actions à mener suite à des repérages amiantes. Donc, ça peut être des actions correctives ou juste des évaluations périodiques pour vérifier l'état des matériaux. Et ici, on retrouve une analyse en fait des performances énergétiques suite au diagnostic DPE qui ont été récupérés sur les différents logements d'un bailleur. Et donc, on peut y trouver toutes les informations qu'on peut trouver dans un DPE, donc évidemment les émissions de consommation, mais également les coûts, les déperditions, les informations sur les chauffages, etc. Alors, on vous a préparé un schéma global. Je pense que l'essentiel a été dit, hein. Nous, l'idée, c'était de vous démontrer, de vous expliquer en quoi, avec Novamap et Diaginfo, on fournit une solution complète de système d'information en technique patrimoniale, qui, combinée bien sûr à d'autres informations, briques du SI, ou aussi à des données externes, puisqu'hier, une personne du groupe Action Logement évoquait là les outils sur lesquels ils s'appuyaient et parmi lesquels dans lesquels ils avaient aussi plugué des données issues d'open data, notamment sur des données plus environnementales. Tout ça pour ensuite produire la donnée nécessaire au reporting CSRD. Là, Julien, peut-être tu peux nous montrer quelques exemples. Ouais, alors j'ai sorti 2 écrans. Le premier, donc c'est sur donc le SRS E1, donc consommation d'énergie et mix énergétique. On voit qu'on va aller collecter de la donnée liée aux consommations totales d'énergie liées à vos opérations propres. Donc c'est dans la chaîne de valeur, c'est vos opérations de gestion des logements, gestion du patrimoine. Donc on va avoir de la consommation d'énergie. Si on passe à l'écran suivant, donc là on va être vraiment sur alors c'est les substances préoccupantes et substances très préoccupantes. Donc là je vous ai fait une capture d'écran d'un tableau pré-rempli pour reporter de la donnée sur l'amiante qu'on peut trouver dans ces logements. Donc là, la donnée, c'est quantité totale de substances préoccupantes générées ou utilisées au cours de la production, donc kilogrammes, kilos. Et là, on est sur la catégorie de danger 1A, donc on parle bien d'amiante, avec une classe de danger cancérogénicité et utilisation. Ça, c'est des points de données très CSRD.
sur lesquels vous pouvez donc capter de la donnée dans vos outils existants et qu'après, via des interfaces, on peut aller récupérer dans un outil de collecte ESG type Lixa ESG. Enfin, très rapidement, Novamap, donc nous, on est éditeur d'une solution modulaire SaaS qui couvre à la fois les aspects de gestion opérationnelle, donc maintenance courante et gestion de proximité, et les outils de SITP et pilotage stratégique du parc immobilier, dédiés aux acteurs publics et sociaux. On travaille aujourd'hui pour plus de 50 bailleurs sociaux sur 800 000 lots gérés et avec 3 000 utilisateurs. Et Cima Informatique, donc on est une société de 700 collaborateurs. On est implanté principalement sur Nantes, mais on a également 4 filiales en plus en France. Un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. On a plus de 2200 clients, 10 partenaires stratégiques. Et nous sommes une société qui sommes éditeurs de logiciels, mais on fait aussi de l'intégration de logiciels. On fait des solutions sur mesure pour nos clients. On travaille également sur la data. On fait de l'infogérance et cloud. On a nos propres data centers pour héberger les solutions. Et on fait également de la cybersécurité. Rapidement, donc Diaginfo, c'est une solution de gestion de diagnostic. Donc on en a un peu parlé là, qui permet de centraliser principalement les diagnostics et donc de restituer ces données-là. Et également, pour le coup, on a le reporting CSRD. Oui, alors qui va aller plus loin que le reporting CSRD, mais on a Lixa ESG qui va vous permettre de collecter de la donnée selon différents référentiels ESG. Donc, on a la CSRD, on a la VSME dont je parlais précédemment, et si vous êtes par exemple entreprise à mission, on est capable aussi de mettre à disposition des référentiels personnalisés qui vous permettent de collecter les données environnementales, sociales et de gouvernance qui vous concernent, et de piloter cette donnée. Alors, je vois qu'on commence à dépasser. On a eu une question à laquelle j'ai répondu directement dans le chat. On va être obligé de de terminer le webinaire. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir assisté. On reste à votre disposition. Vous avez là nos emails si vous souhaitez nous contacter. Et de toute façon, on se permettra de vous envoyer un petit emailing pour vous remercier et vous transmettre nos coordonnées. Merci et bonne fin de Digital Habitat. Merci. Merci, au revoir.